composé pardon, de Paul Pilote et d'une équipe de mécaniciens. J'ai été aujourd'hui ça va pour accueillir l'arpillage hors autour de l'accueillir bien fort. C'est l'alphabet solo visuel, c'est là. Là, vous avez un mécanicien qui va effectivement remettre en condition et Joyce dans les années 35-36, Morin des Sauniers a sorti ce chasseur qui aujourd'hui porte les couleurs de la deuxième nation à l'avoir utilisé. Donc ces pilotes français qui ont véritablement écrit l'histoire, qui sont l'unité militaire française la plus décorée de toutes les unités militaires françaises de toute l'histoire, ont donc marqué leur temps. Les Australiens, par exemple, se sentaient concernés. Et le problème des Australiens, c'est qu'ils étaient bien loin de l'Europe et qu'ils se disaient mais comment on va faire pour s'armer si les Japonais nous attaquent? Et donc ils ont fait en particulier, ils ont fait cet étrange avion. Ils ont fait ça. Alors regardez-le bien parce que actuellement dans le monde, il y a un avec la Russie qui s'étend de l'Europe de l'Est, Gérald Cassin. Vous voyez les deux grosses bulles transparentes sur l'arrière du fuselage dans lesquelles il y avait les observateurs avec leurs jumelles et qui avaient repéré, ont pu monter leur assaut. Et là maintenant nous sommes sur un porte-avions japonais et soudain tombant du ciel. Indissociable d'un certain nombre de sagas venues de la dernière guerre et reprises dans des bandes dessinées, des romans, des films, à commencer par la saga des tigres. Les tigres c'est plutôt à la fin parce que c'est... L'idée était que les Chinois, les États-Unis en guerre, les Chinois avaient été largement attaqués et martyrisés par les Japonais. Donc le gouvernement américain s'est dit qu'il faudrait quand même aider nos amis chinois. Et une des idées avait été émise par un général d'aviation américain, mais un général marginal, un petit peu que l'état-major ne portait pas vraiment dans son cœur. Il savait qu'il était d'origine cajun, donc française. Ses ancêtres étaient venus de la région de Nantes et il s'appelait Claire. Quel prénom pour un mec avec une gueule pareille de pirate. Il s'appelait Claire Lee Chennault, Monsieur Chennault. Et Chennault avait analysé les carences de la force aérienne chinoise qui était minable et il avait proposé à l'état-major américain d'aider le gouvernement chinois contre les Japonais en fournissant entre autres une unité, une compagnie aérienne composée d'avions de chasse pour lutter contre les bombardements chinois. Ça avait été accepté, on l'avait autorisé à recruter parmi les aviateurs de la marine américaine et de l'armée américaine et il s'en était pas privé puisqu'il avait constitué un réservoir de pilotes. Les marins américains à l'époque
fois au loto, c'est celui-là que j'achète après le P40. Il s'appelle le chat sauvage, le Wildcat. C'est un avion dessiné chez Grumman, en Long Island. Et c'était un avion qui avait été fait par l'aéroclub, mais presque. Même les Spitfire et tout ça, là, on entre quand même dans du métal hurlant. Le Corsair avait une géométrie, une architecture extraordinairement différente de celle des autres avions, simplement parce que ses créateurs avaient voulu faire un avion embarqué sur porte-avions. Et donc, ils voulaient mettre le plus gros moteur possible. Et donc, qui dit le plus gros moteur, dit la plus grande hélice possible. Et donc, quand il y a une grande hélice, eh ben, il faut un train d'atterrissage très haut pour pouvoir éviter de taper l'hélice par terre quand l'avion est au sol. Et donc, comme un train d'atterrissage très haut, ça veut dire un train fragile. Et donc, pour aller sur un avion, il faut un train extrêmement solide. Donc, ils étaient dit, mais on va tordre les ailes. D'où la forme W aplatie et de face, les ailes étant courtes qu'elles ne pourraient être, pour permettre justement à ce train d'avoir la solidité lui permettant de venir impacter le corps de porte. La crosse d'appontage est sortie, ce crochet, le booster. Avion étrange. D'abord, c'est un avion allemand. Parce que celui qui l'a dessiné s'appelait Edgar Schmidt. C'est un des plus grands dessinateurs d'avions de tous les temps. Il avait quitté l'Allemagne en 1932. Il était parti d'abord en Amérique du Sud, puis il s'était occupé de l'Amérique du Nord, puis en Californie, il avait été embauché par Transamerican Aviation. Parce qu'on manque d'avion, il avait dit on peut faire beaucoup mieux. On va vous dessiner un nouvel avion bien supérieur au P40. Comme c'était une tronche, hein, Monsieur Schmidt, il avait donc dessiné cet avion, il était allé consulter le plus grand génie des aérodynamiciens nord-américains de l'époque, qui était un Hongrois. Et qui s'appelait Theodor von Karman. Von Karman était professeur au Caltech, professeur d'aérodynamique, et von Karman avait imaginé qu'on pouvait considérablement améliorer les performances des avions en matière de distance, d'économie de carburant, etc., avec un nouveau type d'aile, le profil d'aile, qu'on appelait l'aile supercritique. Donc von Karman avait parlé avec Schmidt. Le type qui chez North American dirigeait la production était d'origine hollandaise, il s'appelait Kindleberger, John Kindleberger. Et finalement, son dernier avion, ça a été la navette spatiale. D'ailleurs, au passage, vous voyez que c'est des gens qui ont une carrière. Ils ont sorti la première version du Mustang jusqu'à ce qu'un pilote anglais, un pilote d'essai anglais vole dessus et dise que cet avion serait fabuleux avec un moteur Rolls-Royce, avec un moteur anglais. Et donc, l'avion qui est peut-être le plus phénoménal de l'artillerie, de l'observation au sol, de la surveillance. Et donc, du côté allié, on avait cette petite machine, le Petercam, qu'on appelait le L4 dans sa version.
Eux, ils ont bien acheté du napalm. Hein. Cet avion qui est d'une légèreté, d'une grâce et d'une beauté. Mesdames et messieurs, la marine salue. Qui transporte 1800-1950 personnes et qui est capable de faire 1000 km par jour. À l'intérieur de ce porte-avions, c'est 1850 personnes, 60 métiers différents. Ça va être boulanger en passant par le chirurgien dentiste, mais également par le social. Et le pilote. Et les pilotes, eh bien, il y en a qui ont la mémoire. Et cette mémoire, ils ont voulu la perdurer en mettant en œuvre la préservation du patrimoine à travers cet avion biréacteur qui a servi au sein de la marine. Je veux parler du Morane 760, le Morane Paris. Une association, elle s'appelle Armor Aéropassion, ils sont basés à Morlaix. Et à Morlaix, il y avait un monsieur qui a travaillé dans cette compagnie, qui travaille toujours, compagnie aérienne Britair, mais qui venait de l'aéronautique navale. Il a quitté l'aéronautique navale parce que son réacteur au décollage après un catapultage, eh bien son réacteur s'est éteint et il lui restait qu'une seule solution, c'était de tirer sur les premiers messieurs, la Marine nationale. trahir un secret que de dire que comme le P-47 a fait une carrière assez exceptionnelle dans l'armée de l'air française, c'est un avion qui, après-guerre, a été acheté par la France en quantité de manière à fournir, en attendant l'arrivée des premiers avions en réaction qui étaient des vampires, bien les P-47 faits par les ont constitué pendant un temps la colonne vertébrale de la chasse française. Et peut-être bientôt, cet avion est un Hawker Sea Fury. Et le Sea Fury est le descendant direct phénoménal que Sherman a piloté sur le guerre qui s'appelait la Tempête. Le Sea Fury a été conçu donc en gommant du Tempest les défauts que cet avion pouvait avoir. Et le Sea Fury a été mis en service dans la marine britannique dans l'immédiat après-guerre, en 47-48. Il a également été vendu, et cet exemplaire, qui est le seul basé en France, et qui est basé à Dijon, et piloté par... il est piloté par Christophe Jacquard, qui en est le propriétaire. Donc ce Sea Fury est équipé de 2 fumigènes de grand luxe, ça c'était pas d'origine. Les fumigènes sont venus ensuite. Donc ça prend des jolis hiéroglyphes dans le ciel. Regardez ça. C'est filmé ça, c'est trop beau. Donc le Sea Fury a la distinction d'avoir été l'ultime développement du chasseur à hélice. C'est un avion qui à l'époque se révélait quasiment plus rapide que les premiers jets mis en service alors. C'est un avion qui montait mieux, montait plus vite que tous les jets du début, et à tel point que l'armée de l'air, enfin la marine australienne,
engagé dans la guerre de Corée en 1950, avait envoyé sans complexe ses 6 Fury combattre contre les jets russes utilisés par les pilotes nord-coréens et chinois, puisqu'ils avaient des instructeurs chinois chez eux. Donc ils ont envoyé des 6 Fury se cogner au MiG-15 à réaction, qui était capable de passer le mur du son au piquet. Et on connaît plusieurs instances des rapports aériens entre des 6 Fury australiens. Eh bien, il devenait aviateur, qu'il soit d'un bord ou de l'autre bord d'ailleurs. Donc les 3 avions qui sont devant nous symbolisent toute cette période allant de 1938, on va dire, à 1945, durant laquelle des jeunes gens qui, contrairement aux Alliés, qui obéissaient à un principe qu'on appelait le tour d'opération, et d'un certain nombre de missions, eh bien vous étiez renvoyé comme instructeur ou envoyé dans un boulot à l'arrière, alors que chez les Allemands, on commençait pilote et jusqu'à la fin de la guerre, si on n'en mourait pas, on restait toujours instructeur. Donc la vie d'un aviateur normal, on va dire, c'est 3 chapitres. J'apprends, ensuite pendant très longtemps en général, j'acquiers de l'expérience, et ensuite je deviens Obi-Wan Kenobi, et il y a quelque chose, et ben vous connaissez l'épopée des chevaliers de la table ronde du roi Arthur, et donc du chevalier Lancelot. Eh ben, les pilotes de la Royal Air Force n'étaient pas loin d'être considérés comme des chevaliers Lancelot, et ils avaient, pour nombre d'entre eux, ils disposaient d'une épée Excalibur, et leur épée Excalibur était ça. Ça, c'est la laisse. Que ce mur du son planait comme une espèce de piège invisible au-dessus des performances des machines volantes. Et donc, tout semblait tourner vers la performance et la vitesse. Néanmoins, comme on va vous le montrer maintenant, à la fin de la guerre, il y a eu des moments étranges, des moments... Ça, c'était qui sont beaux ces vortex. Regardez le spectacle au-dessus de nous, devant nous. Et la formation de ces gros ronds de fumée créés par les tourbillons marginaux. C'est joli quand ça descend près du sol. Et en profiter pour tirer le chapeau de toutes ces filles qui volent de par le monde aujourd'hui, qui ont volé hier. Et puis surtout se dire un truc, il faut arrêter de dire « Ah, c'est une femme, elle pilote ». Femme ou mec, c'est pareil. Il y a autant de mauvais pilotes chez les femmes que chez les hommes. C'est les pédales sont au même endroit, les manettes de gaz aussi, et puis voilà quoi. Voilà donc cet avion fabuleux, cet avion mythique et de légende. De cet avion de légende, eh bien, il y a un pilote. Et ce pilote, il a aujourd'hui 12 000 heures de vol. Il est instructeur sur Boeing 777 dans la compagnie Air France. Il a commencé peut-être à l'âge de 2 ans, 3 ans à piloter parce qu'il est né pratiquement dans un avion. Son papa s'appelle Bernard Chabert et le pilote s'appelle Antoine Chabert. Eh bien, pour notre commentateur qui est extraordinaire, pour ce fils qui fait des démonstrations magnifiques, je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir. Merci. On transmettra. Merci à toi. En tout cas, cet avion qui est remarquable et sur lequel, familialement, nous avons consacré 2500 heures de travail pour le remettre en vol. Cet avion est c'est un monument et donc on est heureux de le garder. Et c'est la classe. Ce qui est marrant, c'est quand on vole dans cet avion qu'on amène quelqu'un au bout d'une demi-heure.
sont jamais que les descendants de ces avions-là, qui eux ont ouvert le domaine. Cet avion qu'on enseigne dans les écoles militaires. Toujours est-il qu'au Vietnam, les Américains se sont lancés au début avec des moyens de guerre traditionnels, des avions à réaction, des campagnes organisées. Sur laquelle il arrive à 700 à l'heure ou presque. Un pilote de SPAT. Évidemment, c'était dit avec une ironie méchante, parce qu'un SPAT, c'est un avion à hélice, et ces pauvres imbéciles incapables de piloter des avions en réaction ne méritaient que le mépris de leurs congénères. Sauf que les congénères pilotant des avions en réaction avaient commencé de se faire descendre de façon régulière. Missiles sol-air obligeamment fournis par les soviétiques à l'armée nord-vietnamienne, des SAM, et puis que les nord-vietnamiens avaient également des avions fort bien pilotés, des MiG-21, avec lesquels ils pourchassaient avec parfois beaucoup de succès les jets de la marine et de l'armée de l'air américaine. Et donc nombre de pilotes de jets nord-américains se sont retrouvés obligés de s'éjecter en terre. C'est un véhicule, oui, mais en l'occurrence, c'est plus un véhicule, c'est un instrument. Un instrument qui sert à dessiner une mélodie dans le ciel. Une mélodie qui n'est pas sonore, un petit peu, mais elle est surtout visuelle. Mais comme une mélodie musicale, sitôt la trajectoire effectuée, elle est oubliée. Sitôt la manœuvre tournée, elle fait partie du passé, et éventuellement cette manœuvre, elle a pu déclencher une émotion parce qu'elle peut être gracieuse, elle peut être rythmée, et le pilotage à ce niveau-là est une forme d'art. D'ailleurs en allemand, la voltige, ça se dit vol artistique. Et donc Catherine et les autres, ceux qui font de la voltige, il y a quelques oiseaux qui voltigent, mais ils sont assez rares, et en général ils voltigent pour manger, alors que les humains voltigent pour la beauté de la chose. Eh bien ceux-là, ils font partie d'une race un peu à part, ils font partie de ces aviateurs qui ont avant tout de la beauté pas seulement dans l'esprit. Il va prononcer plus de 1000 mots durant toute la démonstration. Explosé tous azimuts.
équipe.